Je l'apprends pour ouvrir cette, superbe conférence. Merci beaucoup de l'invitation, Oriane et Didier, donc qui représentent respectivement G9+ et EdTech France. Merci à tout le monde, de votre participation. Je pense qu'on aura, quelques nouveaux invités dans les minutes qui vont arriver, mais on va démarrer pour être à l'heure. On a des invités de marque, je vais les présenter juste après, mais quelques mots d'introduction. L'IA, ça nous donne, et ça va nous donner encore des opportunités absolument incroyables. On le sait tous, autour des nouveaux usages, autour des nouvelles modalités. Des capacités impressionnantes qui nous font craindre parfois, le remplacement peut-être des travailleurs humains. En tout cas, c'est une crainte, qu'on a depuis la nuit des temps sur l'arrivée de nouvelles, machines, de nouvelles technos. Alors disparition, évolution, apparition, obsolescence des compétences, compétences augmentées. En gros, quel est le cycle de vie d'une compétence à l'ère de l'IA? Une grande question qu'on va aborder aujourd'hui. On parle d'hard skills, on parle de soft skills. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins? Est-ce qu'on doit avoir des compétences, plus dures, plus molles? Est-ce que l'IA, doit porter aussi, l'espoir d'une amélioration de la qualité de vie? Peut-être avoir des métiers qui vont être plus épanouissants, on va pouvoir se débarrasser de tâches, ingrates. Est-ce qu'on va parler plutôt de performance des entreprises, des organisations, de compétitivité, d'excellence, et remplacer à terme certaines tâches et pourquoi pas certains métiers? Est-ce que l'intelligence aujourd'hui non humaine est proche d'égaler l'intelligence humaine? Moi, j'en suis pas si sûr, mais en tout cas, on voit qu'il y a une accélération incroyable. Quel que soit le scénario, l'IA nous questionne dans tous les cas aujourd'hui, sur ce que constitue une compétence, alors particulièrement dans les fonctions intellectuelles, mais pas que. En tout cas, ça accélère le cycle de vie et qui de mieux, autour de la table pour traiter de ces questions que ceux qui adressent les enjeux d'évolution des compétences, qui les soutiennent au quotidien? Les formateurs, les EdTech, les écoles, les universités, les fonctions RH. Aujourd'hui, on a 4 invités particuliers. Je vous remercie. Je vais vous présenter rapidement, mais vous aurez le temps, dans les réponses que vous apporterez, de présenter un petit peu votre quotidien et je pense d'illustrer ce qui fait votre métier. Marie Deschamps, qui est Head of Learning chez Engie, à la Engie University. On a aussi Bonjour. Evgeny. Bonjour. Alors, je ne sais pas si on affiche le visage des personnes. Donc, Marie, voilà. On a Bonjour. Evgeny Luquin. Evgeny, merci. Donc, tu es directeur de l'Executive Education et du développement de Rennes School of Business. Charlène Friand, VP Pédago chez Open Classroom. Bonsoir tout le monde. Et merci, je sais que tu es dans un lobby d'hôtel, mais tout va bien se passer, on t'entend bien, et tu es là avec nous jusqu'à la fin. Et enfin, Clément Mélin, qui est fondateur et CEO de Edflex. Bonjour à tous. Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors je rappelle que ce que tu as dit au début de la conférence, Oriane, vous avez des Q&R. Donc, si vous voulez poser des questions tout en haut, il y a à côté de conversation une petite icône Q&R. Et donc n'hésitez pas à vous poser vos questions. Oriane nous en fera part au fil de l'eau ou à la fin, on se réservera aussi un petit temps à la fin pour qu'on puisse échanger librement aussi si vous voulez creuser des points, aller plus loin sur certaines questions. Et donc, pour commencer, alors est-ce qu'on peut dire que l'IA est au début de son potentiel? Je pense qu'on voit déjà que ça a une grande puissance, ça s'accélère depuis 1 an, c'est arrivé partout pour tout le monde. On est aussi dans un monde qui change, où on cumule de plus en plus d'activités, où on a des slashers, où il y a des reconversions professionnelles qui sont de plus en plus faciles, avec des changements rapides des métiers. Et donc on peut se poser la question, mais c'est pas forcément le sujet de ce soir, de qu'est-ce que faire carrière à notre ère? L'axe qu'on prend ce soir, c'est celui de l'impact de l'IA. Alors ma première question, alors peut-être la plus dure parce que c'est la plus large, mais je vais la poser à Marie et Charlène pour ouvrir, c'est l'impact que vous voyez vous au quotidien de l'IA dans l'évolution des compétences sur les carrières qui sont celles d'aujourd'hui et certainement celles de demain aussi, ça va nous intéresser. Marie, est-ce que tu veux ouvrir le sujet là-dessus? Je peux commencer en disant peut-être que j'ai envie de répondre avec 2 volets. Le premier, c'est que l'IA générative en tant que telle nécessite des compétences. Donc ça veut dire que savoir utiliser de l'IA générative, savoir bien l'utiliser, savoir prompter, savoir analyser la réponse
ce sont des compétences qui vont être liées à l'IA générative. Et la deuxième partie, c'est qu'au-delà de l'IA, c'est comment les compétences, l'expertise qu'on peut avoir aujourd'hui va changer, va être augmentée, tu disais tout à l'heure, avec l'IA générative. Donc il y a ces 2 volets. Et j'en rajouterais peut-être un troisième, qui est de se dire, au-delà de l'IA générative en elle-même, qui est un sujet finalement assez, technique et qui implique du coup avoir aussi accès à des outils digitaux, et on sait qu'il y a aussi une partie des gens qui, dans leur métier, ont des grandes compétences, mais qui sont pas forcément liées, à du digital. La partie compétences humaines, alors moi je suis pas très élève avec le hard et le soft. Je pense qu'aujourd'hui cette distinction a plus trop lieu d'être, et je pense qu'encore plus à l'ère de l'IA, tout ce qu'on appelait soft va devenir du hard, parce que, faire du lien, faire équipe, ce qui fait qu'on est humain, c'est aussi une compétence, et que ça, et je suis quand même intimement persuadée que l'IA ne remplacera jamais complètement l'humain. Et donc ça, on en parlera peut-être plus tard dans la partie, carrière, management. Mais en tout cas, sur ces sujets de carrière, l'IA remplacera, jamais complètement ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça nous permet d'être augmentés. Donc c'est IA, moi je préfère effectivement dire intelligence augmentée plutôt qu'intelligence artificielle, et en fait, cette intelligence augmentée, elle n'est augmentée que parce qu'il y a des compétences humaines derrière, d'analyse, de remise en question, d'esprit critique, et ça, c'est quelque chose que finalement, peut-être, il va falloir développer, qu'on est censé déjà avoir, mais qu'il va falloir, repenser ou reformer sur ces sujets, quand on utilise des outils. Parce que la tentation, peut être grande par facilité, par flemme ou par manque de temps parfois, de se dire, «Je demande à l'IA et puis c'est bon, elle va m'écrire ma note, ou ma lettre de motivation», parce que le sujet, c'était aussi la carrière. Même si l'IA fait une super lettre de motivation et un super CV, je pense qu'il y a quand même un moment où dans un entretien de recrutement, dans un entretien de performance, l'IA pourra pas masquer s'il y a de l'incompétence. Parce qu'on parle, compétence, mais sans doute aussi incompétence à un moment. Voilà. L'IA ne remplace pas l'incompétence. Et alors, quand on parle des métiers, on parle souvent d'émergence de nouveaux métiers. Est-ce que vous y croyez, Charlène, toi Non. Non, je vais peut-être un peu broder, mais en gros, les compétences à l'ère de l'IA, honnêtement, désolée de casser un petit peu la hype de l'IA, mais ce sont les mêmes, c'est les compétences du 21e siècle. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on est dans le 21e siècle, mais dont on parle depuis quelques années, l'esprit critique, la capacité à apprendre, etc. Donc là-dessus, je pense que l'IA, c'est une révolution technologique, mais qui ne change pas la nature des compétences qu'on doit avoir en entreprise par rapport à ce qu'on a connu comme révolution technologique dans le passé. La différence, c'est que c'est plus rapide et que ça touche un peu plus les professions intellectuelles. Donc, ça fait peur pour nous, les petits cadres qui étions d'habitude peut-être un peu plus protégés de ces changements-là. Mais je ne pense pas que ça change radicalement c'est tout ce qu'a dit Marie, hein, les compétences clés de travail en équipe, d'esprit critique, etc. Et là où peut-être je rajouterais un changement, c'est que aussi une des particularités de cette révolution de l'IA générative, c'est qu'elle n'est pas technique, au sens où la révolution de l'aspect conversationnel, c'est le fait que moi, Charlène, qui n'y connais absolument rien, ni en développement, ni en modèle mathématique, etc., je suis capable de faire, entre guillemets, de l'IA et d'interagir avec elle. Et du coup, on est face ici à vraiment un moment assez clé, je trouve, où on n'a pas besoin d'être. Il faut l'apprendre, je suis d'accord, il faut apprendre à prompter, mais on n'a pas besoin d'un bagage technique pour l'apprendre. Et là, je trouve que c'est un point très important, et c'est pour ça, je pense que ça ne change pas toutes les compétences qu'on met en œuvre dans notre métier, c'est qu'en fait, on peut l'intégrer à toutes nos activités métiers de façon assez relativement fluide et sans formation spécifique. En tout cas, si on réduit, bien sûr, là, je réduis la discussion à l'IA conversationnelle. C'est vraiment le principe de la conversation, c'est de dire que je peux parler tel que je vous parle aujourd'hui, et l'IA pourra faire quelque chose de ça et répondre à ma commande, en gros. Et, Donc voilà, et du coup, juste pour rebondir sur un point que tu abordes, et Clément et Evgeny, n'hésitez pas à rebondir aussi si vous avez envie. Quand on dit que ça touche
particulièrement les cadres? Est-ce que toi, par exemple, Marie, tu l'observes, est-ce que dans tous les métiers qu'on a chez NJ, que vous avez chez NJ, ça concerne plus certains métiers que d'autres, ou est-ce que ça concerne tout le monde un petit peu? Comment tu vois ça dans le quotidien, en termes d'évolution de compétences toujours, hein? Alors, je ne connais pas forcément en toute transparence 100% de ce qui peut se passer chez NJ, mais par contre, de ce que je sais, hein, des pilotes qu'on a déjà fait, c'est vrai qu'on est beaucoup sur de l'utilisation pour des profils donc cadres, col blanc. Et notamment, on a fait des pilotes sur des parties analyse de données. Et c'est pour de la maintenance préventive, par exemple, essayer de faire ressortir des schémas pour prévoir des pannes ou des mises à l'arrêt, des choses comme ça. On a aussi fait des pilotes sur des fonctions, par exemple, juridiques, la lecture de documents et s'assurer qu'on était compliant sur la partie commerciale, aussi pour essayer de trouver des appels d'offres ou répondre à des appels d'offres, mais parfois juste pour arriver à savoir que tel projet dans tel pays ou autre, on peut arriver à trouver des choses. En audit, pour synthétiser les missions, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec l'IA générative autour à la fois de la création de contenu, tout ce qui va être récapitulatif de contenu. Donc, c'est-à-dire, on le fait sur des comptes rendus de réunion, mais on peut le faire sur des documents, y compris des documents techniques, hein, des choses vraiment très complexes. Il y a tout ce qui va être assistance au programme, il y a tout ce qui est analyse de données, hein, je le disais, classification, traduction. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur des fonctions, des activités qui sont pas mal liées au col blanc, mais encore une fois, il y a aussi des POC hein, qu'on fait pour des sujets qui sont vraiment liés à de l'opérationnel maintenance, je dirais. Et donc ça, si ça fonctionne, ça va aussi concerner des populations col bleu potentiellement. Et du coup, pour peut-être rebondir sur la question suivante, enfin, quand Charlène, tu parles du fait que c'est plutôt facile comme accès, c'est assez universel, c'est assez voilà, ça nécessite un peu de prise en main quand même. Est-ce que, et là, j'ouvre la question à Evgeny et Clément, est-ce que du coup, de fait, ça va remplacer un peu la compétence et on sera de moins en moins, selon vous, amené à être des spécialistes et peut-être un scénario où tout le monde sera généraliste, tout le monde sera capable de faire un résumé de documents juridiques, pour reprendre cet exemple, ou analyser s'il y a des écarts par rapport à ce qu'on attend d'un contrat. Ou à faire de l'analyse de données massive. Est-ce que ça sera à la portée de tout le monde demain? Donc tous généralistes, plus spécialistes. Ouais, Evgeny, Clément. Clément, ouais, vas-y. commencer. Alors pour compléter ce que disait Charlène sur les compétences, en effet, sur le comportemental, je pense que ça révolutionne pas tant que ça. Tout ce qu'on connaît depuis des années, il faut s'adapter, et ça c'est clair et net, et il faut apprendre à lui parler. Après, ça, et nous on l'a vu chez 2 clients, ça permet l'IA de développer de nouvelles compétences. Tu disais, Marie, apprendre à prompter. Tout le monde ne sait pas le faire et ça peut paraître simple. Tu disais, tout le monde peut parler à l'IA. Alors oui, après nous, on a eu 2 exemples clients où en fait, c'était des fonctions commerciales qui ont mis à disposition l'IA pour aller plus vite dans la réponse à des appels d'offres. 2 grands groupes qui ont mis ça à disposition. Et ces grands groupes, ce qu'ils souhaitaient, c'était que les fonctions commerciales, en ayant alimenté un équivalent de ChatGPT, puisse avoir accès à l'information plus rapidement et pouvoir quantifier le nombre d'heures de gagné quand on pré-remplissait des champs pour répondre à un appel d'offres. Et en fait, on s'est rendu compte que ceux qui s'étaient formés à apprendre à prompter, à parler à l'IA, à lui demander les bonnes informations, clairement, en termes de ROI, c'était beaucoup plus intéressant que ceux qui lui parlaient, entre guillemets, un petit peu bêtement et en lui demandant des choses très basiques. Donc, on voit qu'il y a quand même des compétences à développer sur ce sujet. On le voit pour la fonction commerciale, mais c'est appliqué dans plein d'autres métiers où on doit aller adapter la façon dont on va lui parler à cette IA et bien comprendre comment lui parler selon à quelle IA on parle, puisque chaque système est différent en plus. Mais c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant comme sujet. Alors moi, je me projette tout de suite sur les bancs de la fac de droit que j'ai fait il y a des années maintenant. Et tout le monde, déjà, à l'époque, se posait les questions. Mais à quoi bon ça sert d'apprendre le code pénal ou code civil par cœur quand de toute façon, on peut l'avoir sous la main
Et c'est la question qui s'est posée déjà à l'époque, ça se pose encore plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on répond même à des QCM avec un téléphone qui scanne tout de suite et qui donne des bonnes réponses grâce à l'intelligence artificielle. De là à dire qu'on va basculer d'une forme de spécialisation vers une forme de généralisation des connaissances, c'est une bonne question. Alors, je n'ai pas forcément de réponse, mais quand on regarde un petit peu l'évolution des compétences et la fameuse question de spécialisation, alors, et c'est développé à réponse à un besoin. Et à l'époque, c'était de rendre nos entreprises plus productives, de parceller les tâches, de spécialiser les collaborateurs, c'est du taylorisme, pour rendre rendement plus important. Et ensuite, la spécialisation c'est accentué avec ce qu'on appelle le knowledge work. Alors peut-être vous connaissez Peter Drucker qui a mis en place ce concept de knowledge work et qui est en fait qui veut dire qu'à un moment donné, les collaborateurs, ils ont pris la possession de leur outil de production. Et en fait, c'est le développement du travail intellectuel qui a fait le freelancing possible, qui a fait le slashing possible. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une forme de Next Knowledge Work, c'est d'ailleurs le terme du prochain Peter Drucker Forum qui se tient tous les ans à Vienne, où tous les grands penseurs de management viennent, et pour justement se poser la question, c'est quoi le prochaine étape? Qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui change avec l'intelligence artificielle? Certes, ça s'accélère, mais est-ce que ça amène quelque chose en plus? Est-ce que ça rend les collaborateurs, les travailleurs plus indépendants? Est-ce que ça rend une entreprise à 1 billion company possible? Vous voyez, ça, il me semble que c'était... ça m'échappe le nom de ce monsieur qui a créé le ChatGPT. Rappelez-moi. Je ne sais plus. Alors là, je ne sais même pas si je l'ai déjà su. Le OpenAI, attendez. Il faut demander à ChatGPT en direct. Sam Altman. Sam Altman, bien sûr. Vous voyez, c'est un bon signe. C'est pas à l'évidence. On ne se souvient pas de son nom tout de suite. Mais en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, on va vers ce type d'entreprise où, et la généralisation, ça veut dire qu'on aura quelqu'un qui pourra gérer une 1 billion company tout seul, à lui, ou pas. Moi, je pense qu'une entreprise, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est le fruit d'une intelligence collective. Les entreprises les plus performantes sont celles qui ont trouvé les clés à la teamwork, à la solution des problèmes de façon collective, à l'intelligence, à faire émerger l'intelligence collective. Donc, généraliste, spécialiste, je ne sais pas. Le temps verra, le temps montrera. Marie. J'ai posé la question, Lionel, à ChatGPT, vraiment, parce que la question était presque philosophique et je n'avais pas la réponse non plus. Donc voilà, je suis d'accord avec Evelyne. Et peut-être que demain, on aura une génération d'un appel d'offres avec de l'IA, une réponse avec de l'IA, une analyse avec de l'IA, c'est sûr même. Enfin, c'est déjà le cas, hein, on sent. Oui, j'allais dire, c'est certain que c'est déjà le cas, comme des candidatures avec de l'IA, une IA qui traite les candidatures qui se sont multipliées grâce à l'IA et du contenu généré par IA à partir du contenu généré par IA, et on commence la boucle infinie. Et là-dedans, tu l'as abordé, Evgeny, à quoi ça sert d'apprendre? Grande question. C'est vrai, hein, si on a la réponse à tout, ou à peu près, si on pense qu'on nous donne une réponse, que les IA nous donnent des réponses, même anticipent nos questions, un point qui est important, et ça nous fait un peu une bascule vers le sujet des humanités, vers la place de l'humain, t'en parlais Marie juste avant, c'est quoi le rapport à l'effort, au plaisir d'apprendre en fait, et de découvrir pour développer des nouveaux savoir-faire et progresser. Est-ce qu'on va apprendre beaucoup plus vite, mais est-ce qu'on va perdre cette relation à ça justement avec le quotidien? Alors il y a peut-être différentes générations aussi. On en reparlera peut-être juste un peu après, mais une génération qui va être IA native, donc habituée à avoir une IA conversationnelle
dans sa poche et la génération qui est la nôtre qui voit ça émerger. Mais est-ce que ça doit remplacer en fait l'effort qui doit être celui de découvrir par soi-même, de errer, voilà. Alors, je ne vais pas répondre à la question. Clément, Marie, Ouais. Alors moi, je veux bien me lancer, je vais revenir à des basiques, j'ai pas besoin de l'IA, je regarde le Larousse. Et donc, si je reviens à la définition de qu'est-ce qu'apprendre, si je prends la première du Larousse, c'est acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire et quelque chose d'utile. Et donc, je rebondis sur ta question en en posant une autre. Est-ce que utiliser de l'IA qui donne une information que je vais copier-coller, parce que c'était un peu ça qu'on avait en tête quand tu parlais de répondre automatiquement à des choses ou autres, est-ce que c'est vraiment apprendre? S'il n'y a pas de pratique dans apprendre, moi j'entends appropriation aussi quand même à un moment. Et le savoir, la connaissance, c'est quelque chose qui va rester. Et le jour où tu n'as plus de batterie, quand tu es dans un échange avec quelqu'un, un cocktail, dans un entretien de recrutement avec ton RH pour parler de tes projets de carrière, tu ne peux pas dire « Attends, pause, je vais demander à l'IA avant de te répondre ». Donc, la question un peu générale de se dire aussi, ça va peut-être redéfinir qu'est-ce que la culture générale, qu'est-ce que la culture tout court. Mais j'ai du mal à imaginer un monde où il n'y a plus aucune connaissance, plus aucun savoir, plus aucune expertise, et que les gens passeront systématiquement par la machine. On ne sera pas dans un 0 ou 1. Encore une fois, ça augmente, ça aide, ça fait gagner du temps. Mais il y aura toujours des choses qui viendront de nous. Et on parlait donc de faire carrière. Moi, en tant que manager, quand je recrute quelqu'un, c'est la relation que je vais avoir, c'est justement l'intelligence, la répartie, la pertinence des échanges qu'on peut avoir à chaud qui va compter. Et la place pour l'IA dans un échange comme on a là, là, je pense qu'on ne met pas d'IA entre nous. Et c'est quand même pas la même expérience. Donc voilà, après, dans apprendre, une autre définition du Larousse, ça peut être juste avoir de l'information. J'ai appris quelque chose. Donc dans ce cas-là, l'IA, elle nous apprend des choses. Déjà face depuis plusieurs années. Voilà. De toute façon. Mais ça, on n'a pas attendu nouveau. l'IA. Je veux dire, depuis qu'on a Google, depuis qu'on a Wikipédia, enfin, c'était de l'IA aussi, mais qui n'était pas générative. Mais en vrai, la rupture technologique, aujourd'hui, elle est moins importante que celle, par exemple, d'Internet, puisqu'on a déjà les outils. Donc ça va beaucoup plus vite. C'est juste qu'on a des outils qui s'améliorent grandement. Mais en termes d'appropriation et de facilité d'utilisation, on est quand même sur quelque chose qui se fait en douceur. Même s'il faut se former à prompter, on est d'accord, ça reste une compétence. Je ne pense pas que c'est une révolution tout de suite. Et peut-être pour compléter ce que dit Marie, tu citais le Larousse. Marie, moi je vais citer l'exemple de la bibliothèque que j'aime bien donner. En fait, on a tous été dans une bibliothèque, je pense, au moins une fois dans sa vie. Et j'espère que les générations prochaines, nous continuerons quand même de le faire. Et en fait, pour moi, Internet a juste été un accélérateur de on va aller plus vite trouver le bon contenu. À la bibliothèque, on pouvait passer du temps à aller chercher le bon livre ou la bonne revue qui nous intéressait. Le digital nous a aidé à aller beaucoup plus vite pour ceux que ça intéresse. L'IA nous permet d'aller potentiellement encore plus vite dans cet accès à l'information, à un contenu ou autre. Et moi, je le vois plus comme une avancée qui permet d'avoir un petit peu moins d'efforts, mais de rester quand même très curieux pour se dire, tiens, je vais aller peut-être consommer un peu plus de choses parce que l'IA va me permettre d'aller plus vite, de voir ce qui m'intéresse. Et je ne vais pas perdre mon temps dans les allées. Si je peux me... Pardon. Bien sûr. Si je peux me permettre d'intervenir, parce que je suis parfaitement d'accord avec Marie et Clément, et je suis contente qu'on remette aussi ça dans une perspective de le livre avait déjà, on avait déjà peur que le livre remplace la connaissance, le savoir, etc., etc. Là où je trouve qu'il y a quand même un petit changement avec l'IA et l'IA générative en particulier, c'est que c'est un assistant. Ça peut devenir, quand on sait s'en servir, un assistant à l'apprentissage beaucoup plus précis et pertinent que peuvent l'être un livre, parce qu'on peut demander à l'IA de nous d'apprendre telle et telle compétence en découpant en étapes, en mettant des exemples, en créant des exercices adaptés à notre niveau, en s'adaptant à nos réponses pour changer les exercices, etc. etc. Et tout cet aspect-là de dialogue je trouve, peut apporter une pierre importante à l'apprentissage pour le coup. De nouvelles compétences qui ne sont pas liées à l'IA, bien sûr. Vas-y, Evgeny. C'était toujours dans la continuité de cette discussion autour de l'apprentissage. Alors, il y a un scientifique qui s'appelle Chris Argyris qui a un peu conceptualisé tout ce qui est apprentissage dans les organisations, comment une organisation apprend, s'adapte,
qui a mis au point dans les années 80 un concept intéressant, double loop learning. Double loop learning, c'est-à-dire que je fais les choses. D'abord, first loop, c'est que j'apprends de les faire différemment avec le nouveau outils ou le nouveau process. Et ensuite, le double loop, c'est que je réfléchis sur la façon dont je le faisais avant pour faire un peu la rétrospection et développer de nouvelles façons de faire. Alors aujourd'hui, on parle de triple loop learning avec l'IA. Donc le premier first loop, c'est faire des choses faster, cheaper, better. C'est ce que l'IA permet. C'est d'aller plus vite, de faire des choses mieux. Voilà. Deuxième niveau, ça sera de faire des choses de façon plus innovante, de trouver de nouveaux cas d'usage. Marie en a parlé des différents cas d'usage qui existent, qui permettent d'être toujours plus performants. Et ensuite, il y a un niveau qui est un peu plus complexe peut-être, c'est le third level of learning, qui est celui de repenser en profondeur la façon dont on fait les tâches, dont on exerce notre métier, dont on apprend certaines choses. Je pense que alors, vous entendez mon petit accent, dont je suis fier, mais peu importe, si j'étais arrivé en France à cette époque-là où il y a l'IA, et si j'avais été entraîné avec des outils comme par exemple MatchBetter, avec qui je travaille, qui est un outil de simulation conversationnelle, qui est basé sur l'IA, je pense que j'aurais appris différemment. J'aurais pris des différentes façons d'apprendre, des différentes approches. Et je ne sais pas si j'aurais été plus fluent, si j'aurais utilisé moins de mots d'anglais, mais peut-être le résultat aurait été différent. Alors, on ne pourra jamais faire un deuxième essai, mais ça m'intéresse de voir comment ça va se passer dans les années une autre à langue. venir. Ah bah écoute, voilà, pourquoi. Mais le cerveau n'est plus le même, hein. Ça je t'assure, le cerveau est fini et ça, aucune IA ne pourra y remédier. En revanche, c'est une très bonne gymnastique pour rester en forme. Et alors, c'est parfait, tu me fais le pont vers la question suivante, mais on ne va pas forcément parler d'ailleurs que des jeunes qui sortent de formation initiale, on peut aussi parler de ceux qui se reskillent ou en tout cas qui sont plus IA natives, ou en tout cas qui vont plus vite sur l'IA, est-ce qu'il n'y a pas un risque, ou c'est déjà peut-être un fait, que ça aille plus vite en fait, que les salariés soient plus rapide, donc et une vélocité plus grande que les entreprises sur l'IA et que ça crée un décalage entre les compétences tout simplement et les possibilités offertes par les entreprises. Evguénie, si tu veux continuer, ou Charlène. J'allais juste dire, en gros, si on touche au sujet de la fracture digitale, enfin la fracture numérique, en fait, ta question, c'est est-ce que ça va l'amplifier potentiellement? Alors, on peut l'aborder tout de suite, moi je voulais en parler juste après, mais on peut en parler tout de suite. C'est une espèce de fracture entre l'employé et l'entreprise. Oui, sur ce décalage-là, je pense qu'on est dedans. Je pense que les entreprises ont un train de retard, je parle de façon générale et bien sûr pas de façon spécifique, mais ont un train de retard par rapport, aux usages possibles et deux, aux utilisations personnelles que font les individus dans leur vie sur l'IA. Nous, en tout cas, on a rencontré ce problème-là depuis ça fait un peu plus d'1 an qu'on forme 100% de nos étudiants chez Open Classrooms à l'IA générative. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument pas qu'on change maintenant pour mettre de l'IA générative sur toutes les activités métiers qui peuvent être impactées parce qu'en fait, on ne rend pas service à l'employabilité de nos étudiants. Il faut qu'on continue à faire un peu le double apprentissage à la fois des techniques et des activités métiers de façon plus traditionnelle. Je mets des gros guillemets parce qu'on est quand même sur des métiers plutôt du développement, etc. Donc pas très traditionnel, mais voilà, en tout cas d'il y a quelques années. Et continuer à former nos étudiants sur ce qu'ils pourront apercevoir en entreprise peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc aujourd'hui, on fait cette double, entre guillemets, formation-là, à la fois parce que ça permet de former l'esprit et de comprendre ce qu'il y a derrière, et à la fois parce que sinon, dans encore beaucoup d'entreprises, ce sont des outils qui ne sont tout simplement pas accessibles à travers l'IT, enfin les autorisations d'accès, etc. Donc, je dirais que cette fracture, elle existe déjà. Et pour moi, ça montre aussi qu'on n'est pas, pour une fois, face à un outil qui est
très technique, uniquement pour les nerds, très froid d'abord et difficile à manier. Ça montre qu'on est dans un outil pour lequel c'est facile de se lancer, quoi. Il y a un coût de première utilisation qui est assez faible. Voilà. Donc, c'est trop tard. C'est ma conclusion. Est-ce qu'on prend les questions? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Vous pouvez les écrire dans le Q&A en haut. N'hésitez pas, parce que je ne sais pas si on peut vous ouvrir le micro à distance, ou en tout cas pas tout de suite peut-être. Ouais, je suis pas sûre. Je vous invite à l'écrire en effet. Moi, je la relayerai quand Lionel ouvrira les débats. Alors, moi, si je peux me permettre juste de... Peut-être je vais faire ma rabat-joie, mais je voudrais prendre un tout petit peu de recul avant de se dire que ça va changer le monde, les gens et encore accentuer des fractures, ça c'est bien. Mais ça veut dire que là, on part du principe d'une adoption massive et généralisée de l'IA générative à énormément de niveaux. Or, pour moi, on n'y est pas encore et ça ne va pas se faire tout de suite. Et il y a quand même 2 sujets d'inquiétude que moi j'ai et je ne suis pas du tout la seule à avoir sur les sujets de l'IA générative. Le premier sujet, c'est lié à la bande passante, la charge mentale des gens. Tu disais tout à l'heure, avec l'IA, on va plus vite, c'est génial. Alors, ça peut, sauf qu'il peut y avoir des effets qui se coulent à cette approche-là. C'est de se dire aussi que tout continue à s'accélérer et déjà les choses se sont beaucoup accélérées ces dernières décennies avec le coût qu'on sait sur la charge mentale, la charge cognitive. Donc, ça veut dire que c'est un facteur potentiellement d'accélération supplémentaire, donc de stress supplémentaire. Si aujourd'hui, je considère que quand je demande une présentation à un de mes collaborateurs, je vais lui laisser 2 semaines, mais que demain, je vais lui laisser 2 heures parce que je me dis c'est bon, avec l'IA, ça devrait arriver, on risque de rentrer dans quelque chose qui est vraiment difficile. Et le sujet de la charge cognitive, à mon avis, était quand même un vrai sujet. On parle beaucoup de santé mentale. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Et d'ailleurs, certaines entreprises ont fait des questionnaires et des études sur qu'est-ce que l'IA peut vous apporter, est-ce qu'il y a des tâches que vous avez envie de déléguer à l'IA. Et un des feedbacks intéressants, c'était qu'il y a des tâches reposantes qu'on fait tous dans nos métiers et que les gens n'ont pas envie d'arrêter de faire. Pourquoi? Parce que ça vous fait des moments de pause dans la journée où votre cerveau n'a pas besoin de réfléchir. Et par exemple, dans ces tâches-là, on peut avoir classer un mail qu'on a traité, envoyer ou accepter une invitation dans son agenda, des petites tâches qui sont simples, qui sont assez reposantes, mais qui peuvent donner une forme de satisfaction et qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'arrêter de les faire. Donc ça, c'était mon premier warning, entre guillemets. Et le deuxième warning, qui est quand même pas des moindres, c'est le bilan carbone de l'IA générative. J'ai vu passer une étude qui dit que Google a fait plus 48% d'émissions de CO2 en 5 ans à cause de ses activités dans l'intelligence artificielle. Et on sait qu'aux États-Unis, on commence à construire des centrales, y compris nucléaires, pour répondre aux besoins du monde numérique. Donc ça, c'est une vraie aussi inquiétude, je pense, pour beaucoup de gens. Et si tout le monde se met à utiliser de l'IA générative massive, là, on n'est pas sur du Google, quoi. Et si demain, chacun, je pousse jusqu'au bout le raisonnement, mais si chacun se met à créer sa propre série Netflix pour lui-même avec son IA générative à la maison, en termes de données, c'est des choses qui sont assez énormes. Et vu ce qu'on sait, ce qu'on vit déjà et ce qui arrive, il y a peut-être un moment quand même où ça risque de coincer. Voilà, c'était mes deux points d'attention. Et ils sont très importants, même si effectivement, voir arriver des centrales nucléaires qui ont été fermées, réouvrir, malgré tout ce qu'on a su, ça a un petit impact. Est-ce que du coup, c'est les entreprises qui doivent intervenir là-dessus, se mettre... alors, c'est peut-être un autre sujet, mais pourquoi pas lié aux carrières, une charte de l'IA? Je l'avais prévu dans mes questions d'ouverture éventuellement, mais c'est très bien qu'on l'aborde dès maintenant, parce que c'est quand même un cœur de cible. Est-ce que, protéger les compétences, protéger le temps de faire les choses. Alors, on peut peut-être gagner du temps, effectivement, en créant des PowerPoint plus vite, mais ça n'accélère pas le temps de la maturité pour qu'une idée soit étayée, discutée, partagée, et de fait que, qu'on puisse... mais donc, si je te redonne la parole, peut-être Marie, vu que tu es en entreprise, si tu représentes une entreprise, tout le monde est dans des organisations autour de la table, mais est-ce que ça amène ce sujet aussi, la charte de l'IA, la charte de la compétence qui ne doit pas disparaître Alors, charte de la compétence, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir ce que ça pourrait vouloir dire. Par contre,
on n'a pas de charte en tant que telle, mais dans les formations que nous on fait en entreprise sur l'IA, et je pense que c'est pareil avec mes collègues, hein, il y a quand même tout un volet sur les risques associés à l'utilisation de l'IA, les bonnes pratiques. Donc à la fois le risque juridique, les risques de data privacy, les risques de propriété intellectuelle, les risques liés aux hallucinations aussi de l'IA, tous ces risques-là, évidemment les sujets éthiques aussi. Donc s'il y avait une charte aujourd'hui, pour moi, ce serait plutôt autour de ça. Par contre, je ne vois pas bien sur les compétences, une charte des compétences, mais peut-être que mes collègues seront plus à l'aise sur ce point-là. Charte, non, ça me dit pas forcément grand-chose. En revanche, je voulais quand même rebondir sur ce que tu disais, Marie, sur l'accélération et la charge sur la santé mentale. Alors, il y a, ça, je peux vous conseiller un test qui est accessible, qui est libre, ça s'appelle le test des saboteurs, qui a été mis en place par un chercheur américain. Et qui en fait permet d'identifier quelles sont les tentatives, en fait, quelles sont les tentations que vous pouvez avoir qui sont propres à vous. Et notamment, il y en a un qui s'appelle Overachiever, et il y en a beaucoup qui souffrent de ce saboteur qui va toujours vous pousser à faire plus, quelles que soient les situations. Et c'est vrai que avec l'apparition de l'IA, on a de plus en plus cette possibilité de faire encore plus, d'aller encore plus vite, d'aller encore plus loin. Et tout ça, évidemment, ça pèse sur la santé mentale. Et ça pèse aussi ça peut peser aussi sur les équipes. Alors, ça, je prends un peu de casquette euh, dans ma fonction d'accompagner les dirigeants. Il y a une chose qui m'inquiète là-dedans. Alors, je vois que tu souris parce que c'est une autre question. C'est parfait, tu vas faire la question suivante. Vas-y, Evgeny, et tu vas peut-être pouvoir répondre en même temps, enfin en tout cas ouvrir la réponse à Pagnou qui l'a posée là sur des seuils de décision humains. Est-ce que du coup, désolé, je te coupais la parole, mais comme ça je pose la question, elle est là, mais le rôle du dirigeant, le rôle des managers, du coup, évolue-t-il et sur quoi donc, ça peut répondre à la question à l'instant et peut-être d'autres sujets que vous pouvez ouvrir. Evgeny. Alors, il y a deux choses je sais pas, ils sont en parallèle, mais tous les deux concernent en fait l'entreprise. Peut-être juste continuer sur la thématique de rupture digitale. En entreprise, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il il y aura de la résistance. Il y a de la résistance. Et il y en aura toujours. On a vu avec tous les changements, toutes les transformations, ce qu'on va voir, c'est qu'il y aura des collaborateurs qui vont se saisir beaucoup plus rapidement des outils et d'autres qui vont continuer à faire comme ils le faisaient toujours. Pour les dirigeants, ça a un impact qui est extrêmement concret et qui a été déjà démontré plusieurs fois. C'est tout simplement cette mentalité de se dire « j'ai toujours fait comme ça, pourquoi je ferais autrement ?» Alors moi, je l'ai eu ça à plusieurs reprises au niveau des individus, au niveau des cultures des organisations. Avant, j'accompagnais une entreprise conseil immobilier international. On travaillait sur l'immobilier durable. Quand il faut former les brokers à faire différemment leur pitch et accompagner différemment les clients, il faut leur démontrer pourquoi est-ce qu'ils le feraient différemment aujourd'hui alors que ce qu'ils faisaient avant, ça marchait toujours. En fait, c'est ça qui représente un challenge et un défi important pour les entreprises au niveau d'éducation et de formation des leaders, c'est de faire ce point de bascule, ce double loop learning ou even triple loop learning, pour se dire comment est-ce qu'on amène nos dirigeants, nos leaders, à repenser pas seulement les façons, les outils, mais aussi les façons dont ils font, dont ils procèdent. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est pas simple. Et à niveau de l'organisation, c'est encore plus complexe. Est-ce que vous observez déjà, vous, par exemple, Clément, sur les accompagnements que vous faites auprès des grandes organisations, des sujets sur l'accompagnement des managers, que ce soit sur la gestion du changement que tu as abordé ou sur le cadre qu'on peut donner à l'IA en entreprise?
Ouais, il y a une entreprise qu'on accompagne qui a lancé un programme qui est intéressant, je trouve. Ils appellent ça la fusée à 3 étages, justement pour accompagner les managers. On acculture toute l'entreprise parce que souvent, on a quand même un sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a les C-level, comme on les appelle dans l'organisation, les grands dirigeants, le COMEX, qui a entendu dire que l'IA devait permettre de gagner du temps, peut-être d'être plus productif et que ça allait changer la façon dont on allait travailler. Et puis, quand on va parler à l'entreprise, on a la majorité du temps, et je te rejoins Marie, les collaborateurs qui disent oui, c'est génial, mais comment ça marche, comment on va faire, et c'est pas encore beaucoup adopté pour qu'on soit très transparent. En tout cas, on a très peu d'utilisateurs. Donc cette fusée à 3 étages, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait, c'est on acculture tout le monde, donc on met du contenu vraiment régulièrement à jour sur le sujet, avec plein de contenus qui sont disponibles ici et là, d'ailleurs sur Internet si on va les chercher au bon endroit. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième, ça va être d'accompagner les managers en leur disant, OK, comment vous pouvez avoir un impact dans votre métier et dans votre fonction, à la finance, au marketing, au RH et autres. Et ça, c'est des experts IA qui sont des ambassadeurs qui accompagnent les managers. Et puis, le dernier étage de la fusée, c'est s'assurer qu'on ait des collaborateurs ambassadeurs qui sont convaincus que ça va avoir un vrai impact pour en parler autour d'eux. Donc ça, c'est alors la théorie on pourrait se dire c'est très simple et ça peut se démultiplier hyper facilement. C'est clairement pas le cas. En tout cas, l'expérimentation qu'ils ont fait là pendant une année, ça a bien fonctionné. Ça a permis de vraiment développer l'usage et d'embarquer les managers en leur disant que ça allait avoir un vrai impact. En tout cas, voilà, c'est des techniques comme ça qui font qu'on avance et qu'on va aujourd'hui dans les entreprises avoir de plus en plus d'usage de l'IA pour des bonnes raisons. Et comme tu le disais, Marie, gros warning sur les mauvaises raisons de l'IA et il faudrait être vigilant sur le sujet, c'est clair. Lionel, est-ce que je peux juste me permettre peut-être passer la parole aussi à Charlène sur la question de Pascal qui était sur les seuils de décision humains. Enfin, dans quelle mesure on doit mettre du contrôle humain avec l'IA parce que en fait, l'objet l'école Open Classroom ou les différents parcours pédagogiques, vous y avez intégré de l'IA, mais sous le contrôle de toute ton équipe de concepteurs pédagogiques et d'ingénieurs pédagogiques, etc. Donc peut-être comment toi, en tant qu'ETEC, tu intègres l'IA sous le contrôle pédagogique de ton équipe et comment tu en fais justement, tu fais de ce contrôle-là le garde-fou aux erreurs, aux hallucinations, etc. et faire en sorte que justement on produit des parcours pédagogiques qui sont toujours de qualité et plus performants parce que outillés par l'IA. Tu parles, Oriane, de l'aspect formation des étudiants à l'IA ou de l'aspect intégration de l'IA dans le processus de création de... Ouais, le deuxième point. Ouais, bien sûr. Donc nous, en fait, donc chez Open Classroom, on crée donc des formations professionnelles en ligne. En plus, on a une exigence de qualité extrêmement forte puisqu'on a nos propres titres professionnels sur lesquels donc on doit prouver l'insertion professionnelle de nos étudiants avec beaucoup de reconversion professionnelle, énormément de publics de demandeurs d'emploi, d'alternants, etc. Donc une vraie exigence de qualité dont l'impact se mesure directement par l'insertion professionnelle. On a très très fortement intégré l'IA à tous les étages de la création et on a enlevé l'humain à peu près aucun étage. Je pense que c'est un peu le résumé de la manière de faire qui n'est pas du tout propre, mais effectivement, pour moi, c'est intégrer l'IA dans le ping-pong un peu créatif qu'il peut y avoir entre un ingénieur pédagogique, un expert, et là, l'intelligence artificielle qui rentre. Et là-dessus, je voulais peut-être un petit peu faire le lien aussi avec ce que tu avais fait, Marie. Je pense que c'est important de ne pas, en tout cas moi j'ai cette démarche-là, de ne pas faire croire à mes équipes que l'IA générative allait uniquement remplacer des tâches répétitives et automatiques, parce que ce n'est pas le cas, c'est faux. Et c'était le cas jusqu'à maintenant des algorithmes, etc., qui s'attaquaient quand même plutôt aux choses qu'on pouvait modéliser de manière, et des choses plutôt automatiques. C'est plus du tout le cas maintenant. En fait, l'IA générative a modifié aussi les tâches créatives des ingénieurs pédagogiques et de toutes les équipes de création de contenu. En revanche, dire qu'on va réfléchir ensemble à ce que ça signifie pour les métiers et on va à chaque étape mettre votre expertise d'ingénieur pédagogique au cœur de ce que vous faites, c'est resté hyper important. Et d'ailleurs, au passage, si on ne le fait pas, ça voudrait dire qu'une formation en présentation, ça n'a absolument aucun intérêt versus j'apprends tout seul avec ChatGPT.
en fait, si aussi on se met à créer nos propres formations uniquement à travers les outils d'IA générative, on est juste en train de créer un truc que les gens peuvent avoir gratuitement ou en payant $20 par mois dans leur coin. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à injecter énormément d'expertise technique pédagogique. Et de l'autre côté, on a les formations qui sont mentorées en one-one, donc en individuel, et de garder vraiment absolument cette touche-là de mentorat individuel pour que l'étudiant se sente accompagné et puisse avoir toujours le regard d'un professionnel du terrain. Je sais pas si ça rejoint, Oriane, les réflexions que j'imaginais, mais voilà. Est-ce que moi je peux compléter, pardon, parce que quand je lisais la question de Pascal, ce que ça m'évoquait aussi, c'était le sujet, et Pascal éventuellement précisé, mais c'était le sujet de la responsabilité aussi, notamment dans la prise de décision, parce que vous parliez de décision, seuil de décision humaine. Juste partager qu'aujourd'hui, c'est l'humain qui reste responsable. C'est le jargon, on dit aussi accountable parfois, mais il y a eu un cas il y a quelques années là, de Air Canada où un chatbot commercial avait inventé une nouvelle politique voyage. Et donc avait apporté une réduction magique à quelqu'un qui avait acheté un billet d'avion du coup avec une super réduc, et l'entreprise s'est rendu compte que non, il n'était pas éligible et a voulu le faire payer plein tarif, et le consommateur a attaqué et le droit, la cour a tranché que même en utilisant de l'IA, c'était bien l'entreprise qui était responsable du contenu de l'IA. Sur la partie médicale, on sait aussi que l'IA peut apporter beaucoup de choses, mais à ce stade, je n'imagine pas que si quelqu'un décède sur la table, on dira c'était la faute de l'IA. Ça restera le chirurgien ou le médecin qui aura pris une décision. Donc je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que paradoxalement, c'est une aide extrêmement précieuse, et je te rejoins Charlène, ça change quand même énormément de choses, et pas que sur des tâches courantes, mais sur des tâches aussi extrêmement techniques, stratégiques, importantes. Mais c'est bien la valeur ajoutée de l'humain, de prendre une décision, d'assumer aussi cette décision, et quand on est manager aussi, quand on a un problème et qu'il faut trancher, arbitrer ou des choses comme ça restera l'humain qui a le mot de la fin. Et après, l'humain peut choisir de prendre ce que lui dit l'IA tel quel, mais on revient aussi à ce qu'on disait, sans esprit critique, on court sans doute à certaines catastrophes. Ça ouvre plein de portes à d'autres questions. Je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes avant de donner la parole plus largement, mais continuez à poser vos questions si vous en avez. Il y a le sujet, on peut y revenir un petit peu de la culture générale, pour finir sur ce point que tu viens d'aborder, Marie. Est-ce que du coup, et Evgeny, on en parlait en préparation, la place de la culture générale dans la formation, l'éducation et la préparation à des compétences généralistes, est-ce que c'est pas justement une opportunité en fait, grâce à l'IA, de pouvoir passer un peu plus de temps là-dessus, ou au contraire un enjeu pour éviter de se retrouver dans des situations où l'IA nous fait dériver sur des choses qui sont non maîtrisées? Le concept de la culture générale, je trouve que c'est très intéressant, et je trouve qu'en France, on est plutôt bon sur ce concept-là. Ayant vécu dans plusieurs pays, je n'ai pas vu, alors en tout cas là où j'ai vécu, de ce type de concept culture générale. Et en fait, si je parle plus du domaine que je maîtrise, que je connais, celui des grandes entreprises et des managers dans ces grandes entreprises, je trouve que en fait, la formation des dirigeants en France, elle est de très haut niveau, de très bon niveau. Et je pense qu'il va continuer à correspondre à un monde où on aura besoin en fait des managers qui sont capables de maîtriser la complexité, et qui va devenir les entreprises qui deviendront de plus en plus complexes, avec une part de gestion de projet qui va être extrêmement complexe, des parties prenantes qui vont se diversifier, avec de l'IA qui fera partie maintenant à part entière de parties prenantes. Il faudra apprendre à gérer les humains et les IA génératives, et comment ça va fonctionner ensemble. Et je trouve que la France a de la chance d'avoir cette tradition d'éducation au management qui est très forte. Si on regarde tout simplement les boards des grandes entreprises internationales, on y trouve beaucoup de Français. Donc ça, ceci dit, ça va
forcément provoquer une certaine rupture. Et là, je pense que, je ne sais pas si c'est le sujet de la conversation aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura une inflation sur salaire et il y aura aussi une rupture entre ceux qui ont de la chance de passer avoir cette éducation-là, ont de la chance d'avoir accès à une éducation qui donne accès à l'écriture générale, à l'éducation dans ces grandes écoles, et ceux qui restent un peu à l'écart de ce type d'éducation. Et même si on prend le sujet tout simplement de l'IA, quand je rediscute aujourd'hui avec ma belle-sœur, qui est, elle, prof dans une école publique, et où elle est prof de l'anglais, justement. Et depuis tous ces temps, enfin, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu de directive sur comment faire avec le ChatGPT. Donc, ce qu'elle a fait, elle a arrêté de donner du travail à faire à la maison, parce que tout ça, on sait très bien qu'aujourd'hui, tu le fais avec ChatGPT et ça n'a plus de sens. Donc, en fait, ce qui me questionne, c'est comment est-ce qu'on va continuer à développer l'éducation à la fois nationale, mais ensuite primaire, ensuite secondaire et finalement l'éducation dans les universités, pour donner accès au plus grand nombre à un cadre qui est pertinent, qui répond aux enjeux aujourd'hui de l'économie, sans laisser à côté un grand nombre de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ouvre du coup la question de l'égalité des chances. On a un peu abordé tout à l'heure, mais est-ce que l'IA est une opportunité de réduire les différences de parcours, peut-être dans les carrières, ou en tout cas est-ce que ça peut être une aide pour toutes et tous? Comment vous le voyez? Ou au contraire, ça va accroître la fracture? Clément, ouais. Ouais, je viens débuter. Moi, je trouve que c'est une énorme opportunité. Alors, dans les carrières, même pour des étudiants ou même des lycéens et toute personne qui essaie d'apprendre pour deux raisons. Un, avec l'IA, on a quand même accès à des tuteurs en ligne pour à peu près tous les sujets. Alors, soit avec des applications malheureusement parfois payantes, mais surtout avec des applications qui sont gratuites. Et aujourd'hui, on peut avoir un accès à l'accompagnement scolaire pour se faire corriger des exercices de maths, là où avant on payait un prof particulier. En tout cas, on a plein d'usages comme ça qu'on peut regarder. Ce qu'il faut derrière, et c'est ce qu'on disait là depuis plusieurs dizaines de minutes, c'est bien évidemment, il faut acculturer, il faut montrer comment ça marche, et c'est ça tout l'enjeu, c'est d'aller montrer la valeur de tout ça. Ça, c'est pour la partie plutôt scolaire, apprentissage jusqu'au monde étudiant. Après, pour le monde professionnel, je vais vous donner mon exemple personnel. J'avais des cours d'anglais et je prenais des cours avec un coach qui venait 2 heures tous les vendredis matins pendant des années pour m'entraîner à pitcher en anglais et à progresser. Avec l'arrivée de l'IA, j'utilise des applications où clairement, j'ai pu remplacer mon coach. Alors, je ne dis pas que l'IA va remplacer tous les coachs parce que certains préfèrent l'humain et autres, mais moi, pour mon usage personnel, ça a été quelque chose de fantastique parce que je peux parler à une IA qui, au quotidien, comme un coach, va me répondre. Je vous donne l'application qui s'appelle Loora, L-O-O-R-A. Souvent, je n'ai pas de part dans cette boîte, mais je la trouve géniale. Et ça peut remplacer un coach d'anglais sur un sujet pour quelqu'un qui n'a pas forcément le temps d'avoir 2 heures dans son agenda. Et c'était mon cas. Donc, en fait, l'IA, c'est un peu ma conclusion. Moi, je trouve, c'est pour l'égalité des chances, c'est génial parce que ça va s'adapter à chaque personne en fonction de sa situation, mais encore faut-il faire connaître les bons usages de l'IA, et c'est ça qui va être l'enjeu, je pense, des prochaines années et un enjeu assez stratégique. Je suis vraiment d'accord avec Clément. Je pense que là, on peut peut-être s'autoriser un petit peu d'optimisme. C'est que pour une fois qu'une révolution technologique est, un, pas chère dans l'utilisation qu'on en a, et deux, accessible sans une formation technique, c'est génial en fait. Et il y a plein de limites, il y a des biais, etc. Il faut former aux enjeux éthiques et tout ce qu'on veut. Mais on est quand même face à quelque chose qui est par nature accessible. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour l'égalité des chances dans la formation, dans les carrières, etc. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, je suis d'accord. Et ça peut aussi être une très bonne nouvelle pour un peu nuancer aussi sur les histoires de charge mentale, mais en termes de gain de temps. Ça peut faire gagner quand même énormément de temps, notamment quand on a des sujets de page blanche. Moi, quand je dois commencer des fois à écrire quelque chose et que je ne sais pas par où
par où commencer, comment structurer, je peux gagner facilement une demi-heure, 1 heure. Et où quand je rentre de congé et que j'ai plein de mails et que je veux le résumé des points clés du mail, ou que j'ai loupé une réunion et que j'ai pas le temps de regarder le replay, mais que du coup j'ai un super compte rendu avec le transcript réalisé par de l'IA générative, c'est sûr que c'est quand même une très belle évolution. Et ben du coup, ça peut-être pour clôturer en dernière question, dans votre quotidien à vous, euh, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça a changé? Que ce soit votre quotidien à vous ou vos équipes en termes pédagogiques dans les métiers de la pédago, de la formation. Si vous pouvez avoir quelques petits exemples. Charlène t'en a donné quelques-uns aussi, mais Ouais, tu peux. j'en ai plein. Alors, je peux même donner des chiffres parce que nous, entre janvier de cette année et juin de cette année, alors on a réussi à réduire nos efforts pour la création d'un contenu pédagogique de 25%. C'est genre radical. Je pense que c'est extrêmement important. En 6 mois de temps, c'est majeur. Et je trouve que c'est assez génial de travailler. On a beaucoup travaillé collectivement, ensemble, en équipe, pour intégrer ces nouveaux modes, les questionner, travailler sur la place de nos métiers, sur ce qu'on apporte, etc. Donc en plus, ça a été fait collectivement. Donc moi, j'ai trouvé ça assez génial de dégager toutes ces parts-là. Et le plus impressionnant pour moi, d'un point de vue professionnel, c'est de pouvoir avoir des vidéos dans plusieurs langues. C'est là où on a gagné plus de temps. Donc on fait tourner un expert, par exemple, en français. On fait du speech to text automatique. On traduit, on transfère ce qui est dit en texte. Quand on le fait traduire, nous, on passe encore par des linguistes. Pour le coup, je trouve que l'IA est encore très mauvaise dans la traduction. Donc, on verra plus. Peut-être que je me dédierai dans 6 mois, mais pour l'instant, on en est là. Et ensuite, du text-to-speech en anglais avec la voix de la personne en français et de la synchronisation labiale. Et le résultat est bluffant. Donc ça, c'est un exemple de rendre l'éducation accessible à travers les langues avec un coût qui est quasi nul. Je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Vous avez observé d'autres évolutions, vous aussi, merci Charlène pour le témoignage, dans votre quotidien, dans le quotidien de vos équipes. C'est en train de se mettre en place peut-être? Alors, il y a une observation peut-être. Alors déjà, c'est bravo d'avoir calculé ce ROI. Je trouve que ça, c'est génial et il faut apprendre à le faire, vraiment. Alors moi, je remarque une chose, en fait, et ça, c'est une réflexion que je voulais partager dans le cadre de développement de leader à l'ère de l'IA, c'est que la compétence qui deviendra de plus en plus importante, c'est celle de délégation. Ça, je le mesure à ma propre échelle. Et ayant accès à des outils et ayant pouvant de faire de plus en plus de choses soi-même sans étant spécialiste, on a tendance de faire de plus en plus de choses soi-même pour aller encore plus vite. Et ça, c'est pas bien, et ça, c'est pas productif, et c'est pas comme ça qu'on apprend, et c'est pas comme ça qu'on avance. Donc, et la délégation, ça peut sembler banal comme mot, mais c'est extrêmement difficile parce que c'est laisser aller le contrôle, c'est de lever sa casquette d'expert, c'est d'investir du temps. Donc, et avec ces outils qui nous facilitent la vie, c'est facile de prendre de plus en plus de choses pour soi-même. Et ça, il faut apprendre à faire autrement. On a un petit peu de temps. Lionel, il y avait une question de Charlie. Je peux la Oui, je la prendre. vois. Ouais, je voulais rebondir dessus, ouais, Charlène. Charlie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Projet Voltaire, enfin Groupe Voltaire, donc c'est une edtech assez engagée sur les questions d'égalité des chances et d'expression écrite et de maîtrise de la langue française. Et donc, il rebondit en effet sur toujours cette dualité qu'on a dans les technologies, est-ce que c'est poison ou est-ce que c'est remède? Et donc, il rebondissait à ce que vous disiez par rapport au fait que c'est sans doute un vecteur d'égalité des chances, en disant que finalement, pour savoir prompter, il faut savoir à la fois s'exprimer et avoir un esprit logique. Du coup, bah, voilà, si tu veux répondre peut-être sur la partie conversationnelle des IA Ouais. génératives, ou finalement, tu n'as peut-être pas besoin de ça. Ouais, vas-y. Ouais, alors moi, pour le coup, je serais plutôt d'un avis contraire. Moi, mon usage personnel de l'IA générative, c'est je parle à moitié français, à moitié anglais. Je fais pas du tout de phrases, j'écris complètement à l'arrache, je colle des trucs. Et en fait, l'IA arrive à faire quelque chose et à en fait produire ce que je lui demandais finalement dans le fond.
Donc, je trouve qu'il n'y a pas tant besoin que ça de bien savoir s'exprimer. Je trouve que c'est justement une des forces de l'IA conversationnelle aujourd'hui. C'est que même en étant un peu à l'arrache sur sa consigne, en faisant des phrases pas correctes ou pas complètes, etc., on arrive finalement à un résultat qui est pas mal. C'est mon usage personnel. Et pour autant, vous avez sorti un livre blanc côté Open Classroom justement sur le comment arriver à prompter d'une façon performante pour que justement ça serve la production de contenu pédagogique au mieux. Totalement. Je veux pas. Enfin, ce que je dis, c'est pas du tout qu'il faut pas former à ça. Je dis juste que l'entrée, elle peut être faite même sans formation. On a sorti un livre blanc qui a été écrit par les ingénieurs pédagogiques d'Open Classrooms pour d'autres ingénieurs pédagogiques et créateurs de contenu pédagogique sur vraiment les prompts qu'on a affinés au fil de l'eau de nos discussions en équipe, etc. Vraiment tous les cas d'usage très très pratiques. Donc ça, je pense que c'est un travail à faire en équipe qui est vraiment important. Donc ouais, je suis d'accord que bien sûr qu'il y a un art du prompt, c'est que c'est une compétence à travailler, mais l'entrée, elle est finalement assez accessible, je dirais. Et Marie, toi qui as une expérience en milieu carcéral, est-ce que tu as envie de réagir là-dessus aussi parce que Alors, l'IA en milieu est-ce que carcéral, c'est pas pour demain, puisqu'on n'a même pas Internet en milieu carcéral. C'est interdit. En tout cas, en partie de détention. Non, s'il y a une chose, enfin, la puissance de ce que j'ai pu voir justement dans ce milieu-là aussi, c'est la puissance du collectif, la puissance du lien entre les gens. Et quand on préparait aussi cet échange, Lionel, je disais que chez nous, hein, on analyse beaucoup le développement des collaborateurs via 4 axes. Le premier, donc la formation. Le deuxième, c'est plus ce qu'on appelle learning on the job. Et donc là, c'est quand je résous des problèmes dans mon quotidien, quand je fais face à une crise majeure, bah, je développe aussi des nouvelles compétences et une nouvelle expérience. Il y a évidemment l'apprentissage avec les autres, les échanges, la rencontre, le partage. Ça, c'est aussi très important. Et puis, le quatrième levier, c'est l'apprentissage, le développement dans la mobilité. Je rejoins aussi le sujet de l'employabilité, et donc là-dessus, pour moi, l'IA, elle est certes aidante énormément sur la partie formation, on le disait, résolution de problèmes aussi autres, mais quand on a une crise à gérer, quand il y a un truc grave et complexe, c'est d'abord, de ce que j'ai vu, les humains ensemble qui trouvent des solutions, qui se soudent et qui font avancer la machine. Il y a certains domaines, certains sujets, certains milieux où l'IA pourra jamais, hein, je me répète, mais complètement remplacer le lien qu'on a, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence situationnelle, l'intelligence interpersonnelle, voire ouais, intrapersonnelle. On peut taper la balle avec un coach d'IA générative, il n'y a pas de souci. Mais c'est d'abord dans les interactions qu'on aura. Et en milieu carcéral, j'ai eu des crises assez majeures à gérer. J'ai même eu le décès d'un collaborateur à gérer. Et je peux vous dire que le dernier truc qu'on fait, c'est prendre son téléphone, hein. On est vraiment plutôt envie de se prendre dans les bras. Donc oui, l'IA toujours super, très très belle évolution. Mais le management, l'humain, le collectif, l'esprit d'équipe, le plaisir d'être ensemble et la joie, hein, la joie qu'on a aussi de venir au travail, c'est quelque chose d'assez unique. pour revenir au fondement de nos humanités, et quand j'en parlais il y a pas longtemps avec Grégoire Borst, qui est un chercheur au Lapsidé, et Oriane, tu m'avais fait rencontrer, donc passionnant, mais donc le travail de l'oralité et de l'altérité se fait de la maternelle. Donc, moi, j'espère pas qu'il y aura d'IA dès la maternelle, mais c'est un travail de lien humain avant tout. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions dans l'audience? Oriane, est-ce que toi, tu as des questions? N'hésite pas. Alors moi, en tout cas, je ne vois pas de questions dans le questionnaire dont je pourrais me faire le porte-parole. Peut-être un sujet sur la question du cycle de vie des compétences, qui était un sujet assez macro d'introduction dont tu as parlé, dont vous avez parlé. On parle beaucoup de l'obsolescence accélérée des compétences à l'ère de l'IA. Et en même temps, du fait que l'IA est aussi un vecteur pour finalement être capable de se former, reformer, re-reformer de manière assez accessible ou aisée. Est-ce que ça, je pense qu'il y a toujours l'écueil de se dire, en fait,
on est plus vite, on a des compétences qui sont plus vite obsolètes que ce qu'on est capable du rythme avec lequel on est capable de se former. Et ça, c'est peut-être plus une question anglais sur les EdTech, Clément et Charlène, mais vous, est-ce que vous voyez qu'il y a une vraie dynamique de volonté de se former, que ce soit dans les entreprises et de jouer ce rôle d'assurer l'employabilité de ces salariés ou en tout cas d'éviter les risques de décrochage, ou est-ce que, et c'est plus moi le constat que je fais, qui est un constat un peu plus négatif, ou en tout cas d'enjeu d'évangélisation ou de prise de conscience, qui est qu'en fait on a tendance encore aujourd'hui à penser que ça va le faire, on va passer entre les gouttes, et que en fait cette rupture technologique quand même d'IA générative va nous forcer à aller bien plus vite et de manière bien plus ambitieuse dans les organisations en termes de formation, reformation. Je peux commencer si ça te va, Charlène, sur la partie entreprise. Nous, clairement, les contenus sur l'IA, là, sur l'année, on fait des études, on diffuse plein de contenus chez Netflix sur plein de thématiques. C'est ce qui fonctionne le mieux en termes de rétention, c'est-à-dire qu'ils reviennent le plus souvent consommer du contenu de formation pour aller dans la catégorie IA, et pour une raison assez simple qu'on a analysée, c'est que en fait, ça bouge très vite. Et donc, du coup, quand on leur a donné cette envie d'aller découvrir quelles sont les nouveautés, alors, je ne dis pas qu'ils sont formés, qu'ils l'utilisent au quotidien, parce que ça, nous, on ne peut pas le traquer. Et peut-être que ce serait un sujet d'aller voir ça. Mais pour s'acculturer, s'informer, avoir de la curiosité, on voit que c'est quelque chose dans les entreprises qui intéresse. Donc, il y a une vraie appétence des collaborateurs de grandes entreprises. En tout cas, nous, on travaille principalement avec les grandes entreprises. Et Charlène, toi, je ne sais pas, côté reconversion, si c'est un sujet. Oui, alors nous, il y a deux choses. Il y a, dans les métiers sur lesquels on formait déjà, on a intégré l'IA partout pour que les gens puissent être formés sur ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui va se passer dans les prochaines années. Et il y a effectivement beaucoup de demandes pour comprendre exactement quelles sont les activités métiers les plus impactées, sur quelles compétences, quel aspect de la compétence, est-ce que ça me servira ou est-ce que c'est déjà obsolète, comment je peux faire pour me préparer à la suite. Et là, on sent sur toutes les personnes en reconversion qui sont déjà de toute manière dans cette démarche-là de se former en formation continue au fil de leur carrière. Je trouve que c'est assez marqué et je trouve que l'IA est pour le coup bien identifiée comme une compétence à acquérir et quelque chose qui va modifier les compétences qui sont demandées sur le marché. Là où je rejoins un tout petit peu ton constat, Oriane, c'est que je pense que les entreprises de façon large savent qu'il y a quelque chose, qu'il faut faire quelque chose, mais aimeraient beaucoup qu'avec un MOOC de 2 heures, ce soit coché et qu'on puisse se dire done. C'est bon, ça y est, on a formé tout le monde et c'est bon. Et je trouve que c'est là que le bas blesse, c'est plutôt dans le temps qu'on accorde à la formation. Et là-dessus, pour apprendre, il n'y a pas de secret, il faut du temps et beaucoup de sueur, d'efforts. Et c'est rarement très agréable. Si c'est trop agréable, c'est généralement qu'on n'apprend pas vraiment, qu'on ne change pas nos habitudes. Donc voilà, il y a un peu cet aspect-là un peu plus ardu de la formation qui est toujours, je trouve, difficile à faire comprendre et difficile à traduire dans des budgets, du temps dédié pour les salariés, etc. On n'a toujours pas d'autres questions. On a Charlie qui nous a remercié pour la réponse à sa remarque. Peut-être une question, je continue Lionel, et puis n'hésitez pas pour les personnes qui sont encore là. Sur la question de peut-être la dépendance au modèle technologique qu'on utilise en termes de LLM notamment, est-ce que où est-ce qu'on en est de cette réflexion? Alors à la fois dans les entreprises, les écoles et les EdTech, je pense que c'est un sujet très transverse. Est-ce que vous posez la question de cette dépendance-là au modèle? Est-ce que vous sollicitez les différents modèles? Il y a des techniques qui permettent de faire appel à tous les modèles et même de créer, quand on est une entreprise, sa propre source de données et donc d'être dans un système qui ne transmet pas de la donnée extérieure. Comment vous saisissez ce sujet-là, y compris dans une réflexion un peu de souveraineté ou en tout cas de non-dépendance ou
pas trop forte dépendance, pardon pour l'expression qui n'est pas française, à des outils technologiques dont les modèles d'accès, les modèles d'affaires, etc. peuvent évoluer assez rapidement. Peut-être juste pour répondre, et Marie, toi, côté entreprise, tu vas peut-être pouvoir en parler, mais nous, on voit dans les entreprises avec qui on travaille un gros sujet en ce moment. Il y a eu une grosse démocratisation de l'IA et notamment de ChatGPT, qui est quand même le mot que tout le monde sort quand on parle d'IA et notamment d'IA conversationnelle. Et le gros sujet des DSI, c'est qu'en fait, très peu autorisent l'accès à ChatGPT parce que ça coûte très cher si on l'autorisait à tous les collaborateurs et surtout parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont Microsoft. Microsoft va développer Copilot qui va être beaucoup plus sécurisé dans un environnement entreprise. Et en fait, on a un gros sujet où nous, typiquement, on nous dit arrêtez de pousser du contenu pour acculturer sur toutes les IA qui existent parce que nos collaborateurs, on est en train de les freiner dans l'accès à ces IA-là parce qu'ils envoient tout et n'importe quoi sans aucun contrôle et on va devoir former pour faire attention sur ces sujets. Donc, on est dans il faut démocratiser l'IA, mais attention, il ne faut pas aller sur n'importe quelle IA. Donc, ça peut être aussi un double discours, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on observe depuis peu, depuis cette année notamment, et on ne l'avait pas l'année dernière. J'imagine que chez Engie, Marie, ça doit être votre cas ou ça va être votre cas de dire aux collaborateurs, vous ne pouvez pas parler à toutes les IA et donner En fait, on peut parler à toutes les IA. Par contre, si on parle de sujets liés à Engie avec des données d'Engie, oui, on souhaite que ça ait lieu plutôt sur Microsoft. Nous, on utilise aussi Copilot. Mais le sujet pour moi, c'est pas tant ça, mais plutôt qu'effectivement la prise en main de l'outil, la pratique. Tu disais, Charlène, il faut faire de l'effort, il faut suer. Je pense que sans suer, c'est juste faire que ça devienne un automatisme, enfin un outil du quotidien, comme on a appris à écrire, comme on a appris l'anglais, en fait. C'est vraiment la pratique, la répétition qui ancre les choses. Et je sens, Yevgeny aussi, parfois une résistance, et j'en ai eu aussi au tout début. Donc c'est pas si simple. Après, c'est jamais tout blanc ou noir. Bill Gates dit on est en train de vivre une révolution comme quand on a eu les téléphones portables ou Internet. Donc, on peut faire confiance à Bill Gates sur la vision de ce qui est en train de se passer. Mais encore une fois, je suis plutôt confiante que ça va être aussi apporter beaucoup de choses à beaucoup de gens et un accélérateur d'employabilité peut-être pour beaucoup de monde. Pour une petite anecdote, le COMEX de L'Oréal a un nouveau membre qui est le ChatGPT, mais le ChatGPT interne, bien entendu, parce qu'ils ne vont pas dire à ChatGPT externe tout ce qu'ils ont à dire sur la stratégie de L'Oréal. Mais je trouvais ça marrant. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas les seuls, mais ça donne bien, en fait, je trouve que ça donne, c'est ce type d'agissement, en fait, permettent de mener le changement de façon plus efficace et plus simple. Parce que toutes les organisations, tu parles de Engie, Marie, mais j'en connais d'autres qui déploient Microsoft Copilot. Et effectivement, s'il n'y a pas un développement, s'il n'y a pas une impulsion par le haut qui donne un peu le rythme, ça va être plus difficile. Là, je vais rebondir sur le Chief AI Officer. Alors, j'en ai rencontré un chez Schneider Electric. C'est marrant, donc, il reporte au Chief Innovation Officer qui lui reporte au CEO. Une entreprise très sérieuse, vous m'accorderez. Donc, je ne mettrai pas un smiley comme vous l'avez fait. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se dirigent un peu soit vers Chief AI Officer, soit vers un rôle qui serait similaire. Alors, j'en discutais avec Thales, qui ont leur Thales Digital Factory. C'est un peu Chief AI Officer de Thales qui permet de mener la transformation IA. Et en fait, c'est ça qui va être le rôle, je pense, de Chief AI Officer, c'est de faire en sorte que des solutions qui sont au stade de pilote soient déployées à l'échelle. Qui dit à l'échelle dit un coût de changement totalement énorme quand on parle des entreprises comme Thales, comme L'Oréal ou comme même Engie. Ça ne me paraît pas déconnant de se dire qu'il y a un rôle qui peut être dédié à ça. Mais alors, quelles compétences pour ce rôle? Peut-être pour rebondir sur ce rôle-là, chez OpenClassroom, ça a l'air sur l'échelle bien différent de celle de Thales ou de Schneider Electric. On a créé des AI champions qui ne sont pas des rôles dédiés, qui sont juste dans chaque équipe
il y a une personne dont le rôle est de collecter un peu tous les usages qui sont faits de toute manière de fait dans les équipes sans contrôle aucun de personne pour remonter, qu'il y ait des partages de pratiques entre AI champions, éventuellement des passages à l'échelle quand c'est efficace, des formations, des petits warnings éventuellement de sécurité ou d'éthique, etc. Et je trouve que c'est pas mal par le terrain, quoi. Je trouve ça intéressant, ça fonctionne plutôt bien. Et peut-être pour témoigner aussi côté OnePoint, on a un Chief AI Officer depuis 1 an, et c'est effectivement quelqu'un qui est à la croisée et des métiers et des connaissances de nos métiers et de la tech en interne, autant que des partenariats externes. Donc, quelles que soient les technologies, il faut se tenir très près de ce qui se passe, des transformations, et beaucoup poker. Enfin, on est encore beaucoup dans une phase où il faut tester des cas d'usage, parce que voilà, c'est plein de promesses, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'avoir des choses plutôt fiables. On dit dans la langue académique, Lionel, marginal séquent ou knowledge broker. Tu sais, ces personnes qui sont capables de naviguer entre plusieurs on the edge, à plusieurs frontières en fait. Et justement, la personne que j'ai rencontrée de Thales, c'était ça sa force, c'est à la fois ingénieur et un très très bon communicant pour pouvoir comprendre les enjeux techniques et pouvoir les transmettre, les formuler et les diffuser pour faciliter en fait l'adoption. Ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est pas nouveau d'ailleurs, hein. McKinsey utilisait ce modèle déjà depuis des années, mais je pense que c'est un modèle à continuer à développer, notamment dans les écoles de business d'ailleurs. Je crois qu'on n'a pas de questions. Il y avait une main levée, mais qui s'est baissée. Je ne l'ai pas vue. Ça doit être une. Si elle se relève. Voilà. Alors, C'est Gabriel. si vous voulez parler, je pense que je peux vous ouvrir la. Non, je ne peux rien faire. Il faut écrire. Ouais. Je vous invite. Je ne sais pas si c'est maîtrisé ou pas. J'ai essayé de donner le micro, mais j'ai pas pu. Ah, donc si vous nous entendez, JC Gabriel. Pardon. Si, autoriser le micro, je pense que c'est bon. Non, mais ça pas. Ça ne marche pas. J'essaie aussi. Ah. Je pense qu'on a dû verrouiller les micros. Donc, on vous invite à écrire soit dans la conversation, soit dans le QNR. Et on patiente le temps que vous puissiez le faire. Je crois qu'il est peut-être bêtement en mute aussi. Oui, parce que là, je vois qu'il peut. Ouais, je crois, non, en fait, c'est son enlever le mute. C'est pas moi. Il faut Alors, se c'est démuter. peut-être une erreur de manipulation. Je sais pas Non, moi, j'y peux rien. Oui, non, de son côté. Il faut démuter son micro et ça devrait peut-être fonctionner. Voilà. Tant qu'il essaie, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. Vous avez parlé de digital natives et des générations. Alors, il y a une étude qui a été publiée récemment qui dit que, en fait, justement, les jeunes aujourd'hui n'utilisent plus le terme to Google for something. Vous voyez, je ne sais pas si en français on dit googler ou en tout cas en anglais on dit to Google for something. On l'utilise de moins en moins, et surtout les Gen Z et encore plus jeunes. Et on revient à un terme normal qui est to search. Et donc, d'après cette étude, c'est qu'aujourd'hui, la recherche de l'information, ça change profondément. On cherche avec TikTok, on cherche avec Instagram, on cherche avec Snapchat, on cherche avec ChatGPT, Perplexity. Alors, ça c'est vraiment, j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'est bête, c'est presque évident, mais que ça a un impact sur la langue, sur la façon dont on s'exprime, dont on parle. Ça, je trouve que c'est quand même une révolution qui est douce comme ça, en cours. Et c'est là où, à mon sens, on risque d'avoir un gap générationnel où les IA natifs, pour eux, ça sera autre chose, et je ne sais pas quoi, mais que nous, on ne connaît pas aujourd'hui, parce que nous, il y a un coût d'acquisition de la compétence que n'auront pas ceux qui, sur TikTok, Snapchat ou d'autres outils, ont déjà une IA au quotidien, et voilà. Et cette habitude de converser
avec quelque chose qui donne des réponses qui nous font un peu plaisir aussi, parce que ça a été entraîné comme ça. We'll see, et c'est peut-être chez vous, Evgeny, que vous le verrez en premier. Rennes School of Business. Exactement, exactement. Alors, je vous propose qu'on conclue, puisqu'il n'y a pas d'autres questions et que on est arrivé. On a fait on a endressé, je pense, les questions qu'on avait identifiées comme celles qui résonnaient avec le titre qu'on avait donné à cette deuxième conférence, donc autour de la question des carrières à l'ère de l'IA. Donc, un grand merci à tous les intervenants pour vos retours d'expérience et vos expertises. Un grand merci Lionel pour ton animation. Donc, OnePoint est un partenaire historique de EdTech France et on est ravis de t'avoir confié l'animation de cet échange. Vous le savez, l'idée du cycle de ces trois conférences, c'était vraiment de se poser un peu les grandes questions autour de l'IA et du secteur de l'éducation au sens très large du terme. On avait démarré par est-ce que l'enseignement supérieur est obsolète à l'ère de l'IA. On a fait aujourd'hui la question de la carrière et on a rendez-vous le 26 novembre prochain pour questionner le rôle des entreprises à l'ère de l'IA. Est-ce qu'elles ont un nouveau rôle finalement de garantir une forme d'employabilité à vie? On a un petit peu déjà adressé ce sujet-là. Voilà, quel rôle elles ont pour leurs salariés et finalement sans doute aussi au-delà pour la société dans son ensemble. Donc voilà, un grand merci encore pour votre participation. Rendez-vous le 26 novembre à la même heure pour la troisième table ronde. Et un grand merci à Genève Plus aussi pour le partenariat sur ce cycle de conférences. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir.